Bonjour à tous et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité, Fabien Roussel, bonjour. Bonjour Monsieur Adiza. Alors dans moins de 200 jours, le peuple français va élire le prochain président de la République. Une élection présidentielle qui agite, et c'est bien normal, tous les états-majors, mais un débat présidentiel qui vire au pugilat, attisé par les réseaux sociaux, par les chaînes d'infos et le quasi-candidat Éric Zemmour. Alors pourquoi, dans ce contexte, la gauche n'arrive-t-elle pas à imposer ses thèmes de campagne alors que Zemmour impose les siens? De l'immigration à la place de l'islam, en passant par la théorie du grand remplacement, le rétablissement de la peine de mort, la réhabilitation de Pétain ou encore la remise en cause du discours du Veldiv de Jacques Chirac. Qu'est-ce que cette zémorisation du débat présidentiel dit de l'état de la France? Et puis, dans ce contexte, quelle place, quelle stratégie, quels objectifs pour la gauche? Un candidat communiste à la présidentielle, en l'occurrence vous, Fabien Roussel. Mais pourquoi faire face à Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo ou encore Yannick Jadot? Mais pour commencer, Fabien Roussel, est-ce que vous dites, comme Bernard Cazeneuve qui s'exprime aujourd'hui dans JDD, que la campagne, donc la campagne présidentielle, est mal partie? On pourrait le dire. En tout cas, ce qui se passe en ce moment est en train d'abaisser terriblement le niveau du débat politique. Et je vis cela comme une immense opération de division des Français, mais aussi de diversion, pour ne pas parler de ce qui est au cœur de la vie de beaucoup de nos concitoyens. Les questions de pouvoir d'achat, de salaire, de retraite, les questions liées à l'avenir de ses enfants, de la santé. Ce sont des grandes préoccupations qui sont portées par les Français. Et on va parler de tout sauf de ça. On va en parler, mais nous, on va en parler dans cette émission. Alors, si cette campagne est mal partie, comme le dit Cazeneuve, c'est quoi? C'est à cause de Zemmour ou à cause de l'appauvrissement du débat politique? Bah, les deux, mon capitaine. Hein. Mais aujourd'hui, vous voyez que depuis quelques semaines, il y a effectivement, c'est vous-même qui avez cité les médias et les réseaux sociaux, enfin les médias quand même, qui ont fait le choix de lancer une grosse opération marketing autour d'un personnage qui a été condamné plusieurs fois pour incitation à la haine raciale, pour discrimination en fonction de sa religion, quelqu'un qui réhabilite Papon, qui réhabilite Pétain, qui fait du révisionnisme historique. Et c'est terrible que de voir des médias ont décidé de faire une opération marketing autour de cet homme. Vous pensez à quels médias quand vous dites les médias? Les médias en général ou des médias, bah, des médias il y a en d'abord, particulier? il y a d'abord le groupe Bolloré et l'ensemble de ces médias. Je pense que le patron Bolloré a des comptes à régler avec le président de la République. Mais derrière ça, il y a maintenant, enfin je veux dire, on ne peut pas accuser et pointer que CNews. Hein. Je vois que tous les médias font des commentaires sur les commentaires de Zemmour. C'est terrible. C'est terrible. Donc ce qui nous conduit à en parler aujourd'hui, et puisque vous dites Éric Zemmour a été condamné, ainsi de suite, quelles conséquences il faut en tirer? D'abord, il y a dans notre pays une loi, la loi Guesso, qui condamne toute personne qui tient des propos racistes, xénophobes, antisémites. Moi, je proposerais de renforcer la loi Guesso. De quelle manière? Je proposerais de renforcer la loi Guesso en rendant inéligibles des personnes qui sont condamnées pour racisme, pour incitation à la haine raciale, pour discrimination en fonction de sa religion, de la même manière qu'aujourd'hui... Vous savez que les juges peuvent le décider hein, dans le cadre d'un procès au tribunal. Oui, mais aujourd'hui, ça ne se produit pas. Je pense que ce n'est pas inscrit dans la loi pour que des juges puissent le faire. Aujourd'hui, des juges décident de rendre inéligibles des responsables politiques, des élus qui ont, par exemple, fait du détournement de fonds. Eh bien, je pense qu'on devrait avoir les mêmes sanctions pour incitation à la haine raciale, pour racisme, pour antisémitisme, parce que ce sont des condamnations graves qui portent atteinte aux valeurs de la République, à la cohésion nationale, au vivre ensemble, sans distinction de nos origines, de nos religions, de nos coutumes. Et il faut donc peut-être avoir un peu plus de sévérité dans ce domaine-là. Ça veut dire que Zemmour il porte atteinte aux valeurs de la République et à la cohésion nationale? Ah bah, carrément. Enfin, bon, je ne vais pas rappeler encore une fois les condamnations pour lesquelles il a fait l'objet. Non, mais dans le cadre des thèmes qu'il défend, hein, on les rappelle, guerre des civilisations, réhabilitation de Pétain, lutte contre l'immigration et la théorie du grand remplacement, interdiction des prénoms musulmans, expulsion de 2 millions d'étrangers, ou encore
le rétablissement de la peine de mort. Il y en a d'autres, hein, sur la place des femmes, et ainsi de suite. Mais il y a aujourd'hui deux visions de la société qui sont en train de s'affronter. Et ce candidat qui réhabilite Pétain porte une de ces visions de la société. Il est d'ailleurs soutenu par une partie de la droite, je pense à Éric Ciotti et d'autres, soutenu par une partie de la bourgeoisie française, qui pense effectivement... Mais une partie du peuple aussi. Hein. Oui, aussi. Mais qui, dans la lignée de ce que de Trump aux États-Unis, qui veulent faire de ces sujets, c'est-à-dire liés à la couleur de la peau, remettre au cœur du débat les races, la suprématie des Blancs, l'exclusion d'une partie de la population en fonction de ses prénoms. Il y a aujourd'hui un choix de société qui est assumé et porté par une partie de la classe politique française, de droite, d'ultra-droite, d'extrême droite, de la bourgeoisie. Et c'est grave. De l'autre côté, il y a, à gauche, nous, celles et ceux qui pensons qu'au contraire, nous devons créer toutes les conditions pour que dans notre République, nous puissions vivre ensemble, qu'il nous faut nous affranchir de la domination aujourd'hui du pouvoir des banques, qu'il faut faire de l'évasion fiscale, la lutte contre l'évasion fiscale, une priorité pour pouvoir retrouver nos richesses et les mettre au service de l'être humain, de l'écologie. Il faut mieux répartir les richesses, il faut faire de l'universalisme et de la laïcité le cœur de nos combats. Bref, il y a deux visions du monde, deux projets de société qui s'affrontent. Et on va parler de tous les thèmes que vous venez d'aborder sur Zemmour. Encore 2-3 questions, on passe à autre chose. Philippe Val, il était la semaine dernière l'invité de l'émission des Enfants de la République sur Radio J, et je cite ce qu'il disait. Qu'en tant que juif, Zemmour et ce discours-là, en tant que juif, souffle sur le charbon de l'antisémitisme, c'est une aubaine, une pépite, et je cite Philippe Val, pour tous les salauds, pour les antisémites et pour la France. Il a raison, Philippe Val, ou pas ? Zemmour fait le jeu de l'antisémitisme, c'est clair. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais en tout cas, il fait le jeu de l'antisémitisme. Il souffle sur ce vent qui a développé, qui a fait naître l'antisémitisme dans notre pays. Vous savez, on est aujourd'hui le 9 octobre. Nous allons le 10 octobre. Nous allons célébrer en cette période le 81e anniversaire de la loi portant le statut des Juifs de Pétain. Ouais. C'est une loi qui a été adoptée le 3 octobre et publiée le 18 octobre dernier. Et quand j'entends 41, quand j'entends Zemmour 40. Quand j'entends Zemmour qui réhabilite Papon, qui réhabilite Pétain à chaque fois, comment avoir cette lecture de l'histoire? Le statut des Juifs, c'est une loi qui définit une race juive, qui interdit aux Juifs d'exercer des professions. C'est une loi qui a conduit justement à ce que, en France, des personnes, en fonction de leur religion, ont porté l'étoile jaune. Et c'est personne d'autre que Pétain qui a écrit cette loi. D'ailleurs, je vais vous dire... Annoté par Pétain, d'ailleurs. La première phrase de ce texte de loi, c'est « Nous, maréchal de France, gouvernement, décrétons qu'est regardée comme juif toute personne issue de 3 grands-parents de race juive ou de 2 grands-parents de la même race si son conjoint est juif. » Imaginez-vous, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler, dans le cadre des élections présidentielles, d'un candidat, qui ne l'est pas encore d'ailleurs, qui réhabilite Pétain, qui a écrit le statut des Juifs. Mais moi, je comprends pas. Enfin, les bras m'en tombent. Enfin, on ne peut pas accepter ça. Et avec des médias qui lui déroulent le tapis rouge à longueur d'antenne. Et qui ne s'interrogent même pas de leur responsabilité en faisant ça. Qui font la une de Paris Match avec Zemmour. Enfin, moi, je comprends pas. Vous comprenez pas. Et d'ailleurs, après on passe à un autre sujet, on peut parler de Zemmour pendant toute l'émission. Vous le faites quand même. Non, ça fait 7 minutes qu'on a commencé l'émission. Il était hier Zemmour en Corse. Il en a profité pour dire, et je le cite,
que, parlant de la Corse, c'est l'île des Justes d'où aucun juif n'aura été ni dénoncé ni déporté. Ça vous inspire quelque chose? Oui, je pense à Henri Malberg, qui a été un grand élu communiste ici à De Paris, Paris? président De du Paris, groupe. oui. Et c'est à son initiative que sur beaucoup de bâtiments parisiens, on trouve des plaques portant le nom d'hommes et de femmes, d'enfants Et de tous les enfants qui ont été déportés. juifs Voilà. qui ont été déportés. Déportés par décision du gouvernement de Vichy, de Pétain, emmenés par la police française. Je pense à Jacques Chirac, qui justement a eu des mots forts pour dénoncer cette rafle du Veldiv, et qui se fait, même lui, enfin, qui se fait dénoncer par Zemmour. Enfin, moi, Vous parlez du discours du Veldiv. Hein. Du discours du Veldiv, je n'ai pas de mots alors, pour commenter ça. Enfin, oui, franchement, moi, j'entends surtout, quand je suis dans ma circonscription, j'étais à Saint-Amand-les-Eaux encore hier, et moi j'entends des Français qui sont eux aussi écœurés par ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans les médias, et qui disent que ce qui se passe avec Zemmour, c'est fait aussi pour nous diviser. C'est fait aussi pour diviser les travailleurs. Mais qui fait ça? Là, les médias. Zemmour et ceux qui lui font sa pub, c'est fait aussi pour diviser le monde du travail en fonction de ses origines, en fonction de sa couleur de peau, en fonction de sa religion. Alors que d'abord, nous sommes tous des citoyens français aujourd'hui à travailler durement, difficilement, dans des hôpitaux, dans des usines, dans des petites entreprises. C'est difficile, avec des salaires qui ne payent pas. On a des retraites de misère. Et voilà là un débat politique qui va contribuer à nous diviser alors que nous avons besoin d'être unis, d'être solidaires pour défendre nos droits. Et alors, d'ailleurs, vous en parlez de la Corse. Est-ce que vous appelez à manifester contre Zemmour comme ça a été le cas hier en Corse? Mais entre nous, il n'y a pas besoin de manifestation aujourd'hui qui le priverait de s'exprimer, vu toutes les antennes qui lui sont ouvertes à longueur de journée. Franchement... Et Jean-Luc Mélenchon, il a eu raison de débattre face à lui? Non. Non? Pourquoi? Il a participé à son lancement de campagne, je le regrette profondément, et moi-même j'avais dit que je ne débattrais pas avec quelqu'un qui n'est même pas candidat, qui aujourd'hui fait l'autopromo de son livre en organisant des meetings avec 20 € à l'entrée pour y participer. Donc c'est une opération pognon pour Zemmour. Et je regrette profondément que ce débat dont il a été fait une énorme publicité. Le débat Mélenchon-Zemmour. Hein. Ouais, et contribué à une grosse promo de Zemmour et de Mélenchon. Résultat des courses, Mélenchon plafonne, le pauvre. Pourquoi vous riez? Pourquoi ça vous fait Parce que ça lui retourne comme un boomerang à la figure. Ah bon? Et par contre, depuis, Zemmour a pris 5 points. Voilà le résultat. Franchement, c'est pour ça que je regrette. Vous dites merci, vous dites entre guillemets, hein, ironiquement, merci Mélenchon. Bravo pour cette opération qui ne grandit pas, qui grandit pas justement la hauteur du débat que l'on devrait avoir à l'aune de cette élection présidentielle. Alors l'élection présidentielle, c'est d'abord, Fabien Roussel, l'évaluation d'un bilan. Eh bien, une question simple. Hein. La France, est-ce qu'elle est plus forte aujourd'hui qu'il y a 5 ans, quand Emmanuel Macron a été élu? La France est aujourd'hui plutôt en grande difficulté dans de nombreux domaines. D'abord, je voudrais redire un mot sur ces millions de salariés et de retraités qui se trouvent en situation de grandes difficultés financières. Leur question à eux, c'est pas de débattre sur des prénoms, mais leur question, c'est de savoir comment on va remplir le frigo, comment on va réussir à payer les factures. Pour des familles, la question est de savoir s'ils payent la facture d'électricité, le loyer ou s'ils remplissent le frigo. C'est ça qui se pose. Comment on va payer les études du gamin parce que il doit aller s'installer à Lille, à Grenoble, à Toulouse et qu'il y a un logement à payer. Les questions sont celles-là. C'est essentiellement celles liées au pouvoir d'achat des Français, à leur niveau de vie. Je rencontre tellement de gens qui ont travaillé toute leur vie et qui ont une retraite de 900, 1000 €, qui ne bougent pas et qui voient leur facture décoller. Et de la même manière, à côté de ça, je rencontre des salariés qui travaillent à temps plein. Pour ceux qui travaillent à temps plein, qui ont un salaire qui plafonne au niveau du SMIC, un SMIC qui est gelé depuis plus de 10 ans, et qui n'arrivent pas, eux aussi, à payer leurs factures. Donc on a des travailleurs en situation de pauvreté, c'est indigne. On devrait pouvoir vivre dignement de son travail. C'est le pacte, moi, que je propose justement pour l'emploi et le pouvoir d'achat. Le SMIC, justement. Vous réclamez un SMIC à 1 800 €.
1 oui, euros brut. net. Brut. Excusez-moi. Jean-Luc Mélenchon, 1400 euros net. Ça revient à 100, 150 euros près, la même chose. Mais ce qui est beaucoup pour des smicards. Arnaud Montebourg, lui, il annonce qu'il augmentera le SMIC de 10% s'il est élu. Et même Valérie Pécresse promet une augmentation de 10% des salaires s'il est élu. Est-ce que ces promesses sont vraiment réalistes? Est-ce qu'elles sont réalisables? Est-ce qu'elles sont possibles? Ou n'est-ce que de la démagogie électorale? Ah ben, ça peut pas être de la démagogie, c'est Non, une mais il faut attente pouvoir. forte. Comment on Mais enfin, finance? vous Comment on avez finance bien ça? vu aussi dans les enquêtes d'opinion qui tombent tous les jours que la Hmm. principale préoccupation des Français aujourd'hui, c'est le pouvoir Non, mais d'achat. comment on finance C'est ça? le pouvoir Comment? d'achat. Oui, mais comment on finance? Mais enfin, d'abord, la question des salaires. Mhm. Aujourd'hui, quand vous avez l'essentiel de nos multinationales qui versent des dividendes, quand elles versent des dividendes, elles ont la possibilité de payer des salaires et donc de les augmenter. Un. Deux, il y a tous les salariés de la fonction publique, territoriale, hospitalière, d'État. Ces salariés de la fonction publique ont vu leur point d'indice gelé depuis Hollande. Donc ça fait quand même un bail. Il faut augmenter le salaire de nos agents de la fonction publique, des De, trois fonctions de publiques, et combien? donc dégeler le point d'indice. Enfin, il y a toutes ces entreprises qui ne sont pas des multinationales du CAC 40, qui sont des PME, des TPE, qui ont besoin d'être accompagnées. Sur ces entreprises, oui, ils pèsent des charges importantes. Mais je ne parle pas des cotisations sociales quand je parle des charges. Je parle justement de ces factures qui augmentent sans arrêt, que ce soit celles, les fluides, l'électricité, le gaz, notamment des entreprises qui ont des fortes consommations d'énergie. Donc, qu'est-ce que vous proposez pour. Je parle aussi des charges qui pèsent sur leur dos en parlant des assurances qui ont vu leur taux de cotisation enfler, ces assurances qui n'étaient pas présentes quand il a fallu prendre en charge des pertes d'exploitation des entreprises pendant Et la alors, qu'est-ce que pandémie. vous Et proposez? enfin, Qu'est-ce que des vous- charges des banques qui réclament des taux d'intérêt élevés à ces petites boîtes parce qu'on sait que les banques ne prêtent qu'aux riches. Et pour les petites boîtes, pour avoir un prêt, c'est difficile. Et quand elles en ont un, elles sont obligées d'hypothéquer ou alors elles ont Donc, ça veut des dire que taux d'intérêt élevés. pour financer l'augmentation Donc, des salaires, moi, on utilise je tous ces propose leviers? Ouais. justement d'utiliser ces leviers pour aider nos petites entreprises que je veux accompagner dans la relance du pays. On a besoin d'elles. D'abord, souvent, elles ne délocalisent pas. Ce sont elles qui maintiennent les emplois dans notre pays, contrairement à ces grandes multinationales qui font de la concurrence déloyale et du dumping fiscal. Et donc, il faut accompagner ces petites entreprises avec des moyens financiers publics. C'est pour ça que je propose de nationaliser AXA, la compagnie d'assurance. Je propose de nationaliser 2 grandes banques systémiques pour avoir un pôle public bancaire. Voilà, Et un comment on pôle paye tout public qui ça? nous Mais permettrait comment de on peut. financer Mais, l'économie, de soutenir nos alors, entreprises qui en vous ont savez besoin. qu'en 80 ou 82, les banques ont été nationalisées. Ensuite, on est revenu en arrière. Et 40 ans après, ça paraît compliqué de financer de nouvelles Pourquoi c'est nationalisations. compliqué? Parce que ça coûte cher. Enfin, vous rigolez, ça coûte cher. Vous avez vu ce que le président de la République a mis sur la table en direction des entreprises? Il met 200 milliards d'euros. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle des retraités et des salariés que je rencontre, et je dis pourquoi il aide les grosses boîtes et nous, il ne nous aide pas. Il a réussi à trouver 200 milliards d'euros pour les multinationales et Mais nous pour que dalle. sauver l'économie. Alors je vais vous quelque part, dire, ouais. dans les 200 milliards d'euros, les 3 quarts de cette somme, Mhm. les 3 quarts, effectivement, vont à des grandes multinationales. Les petites boîtes se sont partagées les miettes. La réalité, c'est ça. Je suis prêt à en débattre quand il veut, avec lui, Bruno Le Maire ou le président de la République, mais la réalité des chiffres, c'est ça. La baisse des impôts de production, la baisse du taux d'impôt sur les sociétés, Ce qui a été fait, oui, les impôts de production. Ne vous dites bénéficie, pas assez? mais bénéficie aux 3 quarts Mhm. aux grandes entreprises, les mêmes qui font de l'optimisation fiscale et de l'évasion fiscale, les mêmes qui délocalisent, les mêmes qui distribuent des dividendes. Il faut que les gros payent gros en impôts, que les petits payent petits, c'est ce que je propose, et que les aides publiques soient utilisées pour ceux qui en ont besoin et pas pour ceux qui aujourd'hui tuent notre industrie, fraudent le fisc et délocalisent. Alors, Enfin, ça va. autre débat du jour pratiquement, hein. Pouvoir d'achat et travail tout au long de la vie. Puisque Édouard Philippe, qui a lancé hier son parti Horizon, considère qu'il va falloir allonger l'âge de départ à la retraite à 64, 65, voire 67 ans. Est-ce que ça ne serait pas dans la logique des choses, vu que l'espérance de vie a augmenté depuis 40 ans, et puis quand on voit ce qui se passe ailleurs en Europe, on constate que l'âge de départ à la retraite, il est de 65 à 67 ans en Allemagne, il est à 67 ans en Italie, il va passer à 67 ans en Espagne en 2027, et au Portugal, il est à 66 ans et 8 mois.
Donc, est-ce que ça ne serait pas la logique des choses? Mais dites donc, monsieur Aziza, Ouais. vous êtes là tranquille derrière votre Non, mais je vous micro. pose des questions. Hein. Vous pouvez peut-être Ouais. travailler jusqu'à 67 ans. Ouais. Physiquement, vous le supporterez. Mais vous imaginez, vous, le salarié qui travaille à l'usine, posté de nuit, dans l'automobile, Et qui a dans le commencé, et qui a ferroviaire, commencé à travailler et- qui a- avant 20 ans. Hein? ouais, vous l'imaginez? Non? Travailler jusqu'à 67 ans? Non, je vous Lui, dis, je moi vous dis je peux vous carrément le dire non. parce que Ouais. je les rencontre, moi. Ouais, Moi tu- je les rencontre. Hmm. Je suis allé les voir. Vous savez ce qu'ils demandent, eux? Ils disent, on ne tiendra pas jusqu'à 60 ans, monsieur Roussel. Hmm. Parce qu'ils ont entendu ma proposition de la retraite à 60 ans. Ils disent, pour nous, on ne tiendra pas. Et Il faudrait pareil, qu'on parte à comment 55 ans. financer? Et comment vont vivre? Mm. Est-ce qu'ils vont tenir jusqu'à 67 ans, ceux qui tiennent le marteau-piqueur dans le bâtiment? Ou les femmes, les blouses blanches qui portent les corps, les retournent à l'hôpital? Les femmes de ménage qui travaillent tôt le matin, tard le soir, la nuit? Alors, une autre Comment question. vous imaginez pour vos enfants des professeurs des écoles jusqu'à 67 ans? Alors, une question simple. Non hein. mais, Est-ce leurs que- projets, ce sont les deux projets de société qui s'affrontent dans notre pays. Hmm. Moi, je veux une France des jours heureux. Je veux des réformes heureuses. Je ne veux pas du sang et des larmes. Est-ce que... Et justement, le projet d'Édouard Philippe et de Macron et de Xavier Bertrand et de Valérie Pécresse, de la droite, des libéraux, leur projet de société à eux, c'est de nous faire payer aujourd'hui le prix de la dette. C'est de nous faire travailler plus longtemps. C'est de dire que tous les efforts doivent encore reposer sur le monde du travail, sur les familles, sur les classes populaires. Eh bien, ça, c'est terminé. Moi, justement, toutes les richesses qu'il y a dans notre pays, je propose de les mettre au service de notre reconquête industrielle, des salaires, des retraites et de réformes heureuses. C'est pour ça que je Et parle est-ce de que- jours heureux Oui, mais dans mon une programme. question. Est-ce que la retraite à 60 ans que vous souhaitez, ce serait pour tout le monde ou ça serait pour les carrières longues et puis on Non, pourrait non, non, proposer... non, pour les carrières longues Ouais. et pénibles, et pour les métiers pénibles, Ouais. c'est la retraite à 55 ans. Parce qu'ils 55 ans. Parce qu'ils ne sauront pas travailler. Mais enfin, mais invitez-les un jour ici, un dimanche. Mm. Mais vous verrez bien, vous le verrez sur leur corps. Hmm. Et pour Les les corps autres sont usés, Et pour les autres fatigués. Et pour les Ils autres ne tiendront pas au-delà. Pour les autres. Et vous savez ce que c'est que l'espérance de vie en bonne santé pour un ouvrier? 60, j'ai eu 59 ans. 63 ans et 8 mois. C'est 59 ans, Oh. l'espérance de vie en bonne santé d'un ouvrier. D'un ouvrier. Mhm. D'accord? Un cadre, 69. Bien. Donc, les travaux, me semble que ceux c'était qui ont des 63 ans et payés 8 mois. pénibles, Mm. c'est 55 ans. Hmm. Et sinon pour tous, c'est 60 ans. Et c'est 60 ans avec 37 années et demie de cotisation en intégrant les années d'études. Mhm. Ce que je souhaite, c'est qu'à 60 ans, on puisse profiter de la vie en bonne santé. Que l'on puisse même avoir des projets de vie, de voyage, de s'investir dans une association, dans d'autres choix, dans la culture, dans le sport. À 60 ans, on pourrait encore vivre heureux et en bonne santé. Enfin, nous avons suffisamment de richesses dans notre pays pour le financer. Vous savez, je propose d'ailleurs une cotisation révolutionnaire pour financer cette retraite à 60 ans. C'est de faire en sorte que les revenus financiers de notre pays, qui s'élèvent à plus de 200 milliards d'euros, cotisent au même titre que nos salaires. Hmm. Parce que nous, les salariés, nous cotisons pour payer notre retraite. Mais les revenus financiers, ceux-là, eux, ne cotisent pas. Eh bien, il faudrait leur appliquer le même taux de cotisation, c'est-à-dire 11% sur ces revenus financiers, Donc ça permet de pour financer ce que vous récupérer dites. Ouais. pour récupérer un peu moins de 30 milliards d'euros, mais qui nous permettrait de financer Alors on cette avance. retraite Vous à avez, 60 ans. vous avez tenu votre premier meeting de campagne mercredi, je crois, autour des thèmes de la ruralité et de l'agriculture. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que l'enjeu, on va dire, agricole ou agriculture de la campagne présidentielle, c'est justement la ruralité et l'agriculture? Oui, mais d'abord, on attend le candidat à la présidentielle que je représente à la porte des usines Ouais. sur la hausse du SMIC. Et puis on vous Je a l'ai vu avec fait, les agriculteurs. Je l'ai dit. Et là-dessus, nous avons nos propositions. Mais j'ai souhaité commencer mon premier meeting sur la question de la ruralité et de l'alimentation. Mhm. Parce que c'est un véritable enjeu pour tous les Français et pour nos enfants, que tout le monde puisse manger sain, de qualité et de manger à sa faim. C'est-à-dire qu'on puisse manger, y compris jusqu'à la fin du mois, des produits de qualité. Et pour ça, nous avons besoin d'une France agricole et d'agriculteurs. Or, aujourd'hui, nous avons 430 000 agriculteurs dans notre pays. La moitié va partir en retraite ou cesser son activité dans quelques années, d'ici 2030. La moitié. Le risque, c'est que nous ayons un pays sans agriculteurs
et que nous allions donc défendre Donc sans totalement... ressources agricoles, ça veut dire. Non, sans agriculteurs, sans paysans. Mais ça veut dire Donc derrière ça veut dire qu'on va ressources. dépendre encore Voilà. plus des importations, encore plus de produits qui utilisent des pesticides, qui maltraitent les animaux. Je ne veux pas ça. Moi, au contraire, je veux investir dans l'agriculture et je veux donner envie à des jeunes de devenir paysans, de devenir agriculteurs. Et pour ça, il faut que ce métier rémunère, leur permette de se verser un vrai salaire. Il faut donc garantir des prix rémunérateurs pour ceux qui vendent dans la grande distribution. C'est essentiel. Et l'État doit intervenir pour fixer ces prix avec des tarifs planchers. Et il faut offrir des débouchés à nos agriculteurs. C'est pour ça que je parle des cantines. Et c'est pour ça que je parle de nos enfants, pour leur garantir des repas de qualité dans toutes les écoles. Dans toutes les écoles et pas seulement dans les REP. Autre débat du moment, c'est le débat autour du prix de l'énergie, du prix du gaz et de l'essence à la pompe qui s'envole. Est-ce que les mesures annoncées par Jean Castex, elles sont suffisantes, Fabien Roussel ? Pas du tout. Elles sont même honteuses. Pourquoi ? Parce que il a annoncé, c'est vraiment se moquer du monde. Il a annoncé le blocage des factures de gaz après la hausse de 12% de ce 1er octobre, après 57% de hausse des prix du gaz depuis le 1er janvier. Ouais. Mais il se moque de nous. En fait, il ne paye pas ses factures, lui. Il n'a pas vu ce que ça représentait. Ah, ça, c'est sûr que pour un Premier ministre, une facture de gaz, ça ne représente pas le même pourcentage que pour une retraitée qui gagne 900 € par mois de pension. Ah, ça, c'est clair. Et donc, rapidement, ce qu'il faut, ce que nous disons, c'est de baisser ces factures de gaz. Il faut les baisser. Il y a aujourd'hui plus de 30% de cette facture qui repose sur des taxes prélevées par l'État. Alors, nous avons mis en place un simulateur que vos auditeurs peuvent trouver. C'est ma facture moins chère, mafacturemoinschère.fr. Ils peuvent faire une simulation. Alors, avec moi, la facture de gaz et d'électricité baissera tout de suite de 30%. Parce que l'État ne prélèvera pas les taxes qui sont aujourd'hui indûment prélevées sur ces factures. Le débat sur l'énergie, il conduit à parler du nucléaire. Tout à fait. Emmanuel Macron va proposer dans le cadre de son plan France 2030, c'est mardi, le financement et la recherche en recherche et développement de mini-centrales nucléaires. Est-ce que vous approuvez cette stratégie pro-nucléaire du président de la République ? Est-ce que c'est l'avenir ? Est-ce que le nucléaire, c'est l'avenir ? Est-ce que le nucléaire, quelque part, favorise la transition écologique? Est-ce que c'est un mode est-ce que c'est écologique, le nucléaire? Oui. Et d'ailleurs, j'alerte ceux qui nous écoutent en leur disant que tous ceux qui aujourd'hui défendent l'arrêt du nucléaire, ça va leur coûter cher. Ça, c'est surtout les écolos. Hein. Ça va, oui, les écolos, Mélenchon et d'autres. Quand ils disent que quand ils disent qu'il faut arrêter, sortir du nucléaire... Et quand ils disent que ça va leur coûter cher, ça veut dire quoi? Ça va augmenter la facture d'électricité immanquablement. Immanquablement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons suffisamment de production d'énergie issue de nos centrales nucléaires pour produire l'électricité la moins chère d'Europe et décarbonée, c'est-à-dire qui répond à nos objectifs en matière de climat. Si demain, nous cessons l'utilisation, la production d'énergie nucléaire via ces centrales pour investir en comptant sur l'éolien, mais c'est un mensonge. Et d'ailleurs, l'éolien, vous êtes pour ou pas? Mais il faut voir ce qui se passe en Allemagne. En Allemagne, ils ont investi 400 milliards d'euros pour sortir du nucléaire, donc ça coûte quand même une somme importante, et ils ne sortiront du charbon qu'en 2035. Et donc ils sont obligés d'acheter l'énergie nucléaire provenant de la France. Alors attendez, on poursuit là-dessus. On poursuit là-dessus. Donc ça veut dire que Macron a raison de vouloir relancer le nucléaire. Vous approuvez ce qu'il va faire? Je propose, moi, l'installation de 6 à 8 mini-centrales EPR, et pas les SMR que propose le président de la République, puisqu'elles vont utiliser les vieux procédés de production d'énergie nucléaire. Il y a suffisamment de recherche et de connaissances aujourd'hui, notamment avec les EPR, pour pouvoir produire en série 6 à 8 EPR qui viendront compenser la fermeture des 12 réacteurs qui vont fermer d'ici 2035. Si ces 12 réacteurs qui vont fermer d'ici 2035 ne sont pas remplacés par des mini-centrales, eh bien, notre pays risque le blackout. Notre pays risque de devoir importer de l'électricité carbonée, pas SMR, hein. Et ça va coûter cher
aux Français et ça va coûter cher à nos entreprises. Est-ce que, attendez, puisque là-dessus, le plan France 2030 avec donc la mise en route de centrales nucléaires, est-ce que sur ces sujets, vous dites, il faut peut-être que le président de la République rencontre les chefs de parti, les leaders de ce pays pour en parler? Est-ce que vous souhaitez le rencontrer pour parler de ça avec lui? Alors, d'abord, la décision, il faut la prendre maintenant et ne pas attendre avril 2022. Donc il va annoncer ça mardi. Et ensuite, j'ai déjà rencontré le président de la République. Je lui en ai parlé en lui disant qu'il était urgent d'agir sur les factures d'électricité et de gaz des ménages, mais aussi de nos entreprises. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Ce sont des charges qui pèsent beaucoup. Mais qu'il fallait vite lancer un plan d'investissement pour compenser la fermeture de ces 12 réacteurs. Donc, je lui ai fait part de ma proposition. Donc, il doit rencontrer les chefs de parti. Pour ma part, c'est fait. Alors, autre question, à mi-chemin entre le pouvoir d'achat et la campagne présidentielle, toujours, Anne Hidalgo propose de doubler le salaire des profs, coût 150 milliards sur 5 ans. Est-ce que c'est possible, Fabien Roussel? Non, mais là aussi, enfin, je veux dire, c'est un peu démago. Ouais. C'est un peu démago ou c'est très démago? C'est un peu démago. D'abord, parce que le gel du point d'indice, c'est pas que pour les profs, c'est tous les agents de la fonction publique, je l'ai dit tout à l'heure, qui ont vu leur gel du point d'indice. Moi, je propose l'augmentation, le dégel du point d'indice pour tous les fonctionnaires et pour la même somme qu'annonce Hidalgo. 150 milliards sur 5 ans. Mais elle, que pour les profs. Moi, je propose 30% d'augmentation de salaire pour l'ensemble de nos agents de la fonction publique et des 3 fonctions publiques pour qu'ils au moins bénéficient d'un rattrapage et d'un meilleur pouvoir d'achat. C'est le minimum. Et ensuite, j'ai fait une autre proposition, moi, pour l'éducation nationale. C'est celle de garantir à nos enfants une école de la République qui permette l'égalité pour tous et pour tous. Je demande à ce que nos enfants puissent véritablement faire leurs devoirs à l'école, encadrés par leurs professeurs. Et c'est pour ça que je demande l'allongement du temps d'enseignement en le passant à 27 heures dans le premier degré et à 32 heures en moyenne. Donc plus de travail pour les profs ? 32 heures en moyenne dans le second degré, ça sera plus en troisième, moins en sixième, mais ça va de pair avec l'embauche de 90 000 enseignants, parce que je ne souhaite pas allonger le temps de travail de nos professeurs, ils en ont déjà assez. Je propose l'embauche, la formation et l'embauche de 90 000 enseignants. Ça prendra 5 ans, mais le projet que je propose, la vision que j'ai pour notre éducation nationale, pour l'école de la République, il doit se construire en 5 ans de temps. Ça doit aller de pair avec la construction d'écoles, de collèges et de lycées à taille humaine, pour aussi qu'il n'y ait pas plus de 20 à 25 élèves par classe partout. Vous avez calculé le coût de ces mesures que vous proposez ? Oui, ça veut dire que le budget de l'éducation nationale doit augmenter de 45% en 5 ans. C'est 5 milliards de plus par an dans le budget de l'éducation nationale pour pouvoir former, embaucher des professeurs, progressivement construire des écoles et progressivement augmenter le temps d'enseignement de nos enfants pour que nos enfants passent peut-être plus de temps, pas plus de temps à l'école, parce qu'aujourd'hui, ils en passent du temps à l'école, mais que ce soit du temps où tous les devoirs sont faits. Du temps utile, vous voulez dire ? Soient faits à l'école et que quand ils quittent l'école à 17h30, pour rentrer chez eux, et bien que là, ils puissent profiter de leurs copains, de leur famille et de sorties pour être heureux et ne pas avoir les devoirs à faire. Il faut qu'on avance, il nous reste quoi, 12-13 minutes, il y a beaucoup de questions encore. Tiens, Hidalgo, elle propose de réduire la vitesse sur autoroute de 130 à 110 km/h. Je suppose que vous approuvez, non ? Soyez fadais, ça sert à rien. Ça sert à rien. Franchement, il y a d'autres mesures un peu plus urgentes à mettre en œuvre. Moi, je suis préoccupé d'une chose, monsieur Aziza. Je vais vous le dire. Allez-y. Je suis préoccupé d'une chose parce que je vois que mes collègues verts et socialistes s'amusent à voter dans les grandes métropoles de notre pays l'interdiction des véhicules de critères 3, 4 et 5 qui fait que d'ici 10 mois, le 1er juillet 2022, bientôt, hein, le 1er juillet 2022, en Île-de-France, c'est 2 millions de véhicules qui ne pourront plus rentrer en Île-de-France. Et en 2025, dans les 45 métropoles, écoutez bien, c'est 10 millions de véhicules. Et ça va toucher les modestes, les Français modestes, c'est ça que vous voulez dire. Moi, je me préoccupe des classes moyennes qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur véhicule. Ensuite, je préfère, moi, plutôt que de les taxer, plutôt que d'augmenter le prix de l'essence comme le proposent les Verts, plutôt que de leur interdire de prendre un véhicule de critères 3, 4, 5, je propose d'augmenter la prime
à la reconversion des véhicules, mais une prime qui favorise les classes populaires. Aujourd'hui, les classes populaires doivent quand même... Vous avez déjà vu un ouvrier acheter une voiture neuve à 40 000 euros? Plutôt des Ça occasions. n'existe Ouais. pas. Et donc, Ça n'existe pas dans notre pays. Allez-y, Je ouais. propose aussi la gratuité des transports publics dans toutes ces métropoles, et c'est à l'État de le prendre en charge et pas aux collectivités, parce que ça, c'est un bon moyen de compenser la voiture. Et enfin, nous proposons un plan de création de 100 000 kilomètres de pistes cyclables dans notre pays. Ça, ce serait ambitieux. Et dernier élément, puisque l'enjeu, la problématique que nous avons, c'est de limiter les gaz à effet de serre dans ces métropoles, au lieu de faire chier les automobilistes entre nous, isolons, rénovons les immeubles collectifs, les logements sociaux. On a privé nos bailleurs sociaux de moyens financiers importants. Au contraire, donnons-leur les moyens d'isoler l'ensemble des bâtiments collectifs qu'il y a dans ces grandes métropoles. Je rebondis sur ce qu'on venait de dire, au lieu de faire chier les automobilistes. Anne Hidalgo, elle fait chier les automobilistes ou pas? À Paris et sur l'autoroute. Non, mais c'est une question que je vous pose. Non, c'est vous qui le dites. Non, mais je vous pose... Oui, mais je l'ai pas dit. Ah, vous l'avez pas dit? Non, Non. c'est pas elle. C'est pas elle. Non, je l'ai pas dit. Alors, Hidalgo d'ailleurs qui plafonne entre 4,5 et 6% dans les sondages, qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Ça m'inspire qu'aujourd'hui, depuis le début, j'ai pris, moi, des positions courageuses sur un certain nombre de sujets. Je viens d'évoquer le nucléaire. J'ai pris des positions courageuses aussi concernant la sécurité et la tranquillité publique que je souhaite garantir à tous nos Et concitoyens. vous n'êtes pas plus haut que Anne Et Hidalgo, donc, ouais. je souhaite mettre la question sociale au cœur de la campagne. Parler du salaire, des retraites et du pouvoir d'achat C'est des ce que vous venez Français. depuis le début de l'émission. Ouais. Et donc, cette gauche courageuse, authentique, sincère, celle qui justement veut des réformes heureuses pour notre pays. Aujourd'hui, oui, elle a besoin de se rassembler. Ah oui. Et je suis le seul à avoir ces positions au sein de la gauche. Et je pense que je lance un appel à l'ensemble de ces électeurs pour que nous nous rassemblions. Mais ça veut dire un seul candidat? Enfin. Un seul candidat? Parce que, attends, on précise les choses pour nos auditeurs. Hein. Vous avez Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Arnaud Montebourg, vous-même, Yannick Jadot. En tout, vous plafonnez à 25% à peu près dans les sondages, et l'extrême droite à 32%. Nous avons des positions différentes. Moi, je respecte les positions différentes. Si les Verts veulent taxer le pouvoir d'achat des Français au nom de leur idéologie, c'est leur choix. Ils ne remettent pas les traités européens, c'est leur choix. Si Anne Hidalgo et le Parti socialiste, eux aussi, ne remettent pas en cause les traités européens et font des propositions un peu démagogiques, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est leur choix. Mais donc, pour ma part, nous sommes différents. Non, mais vous dites qu'il faut une union, ça veut dire quoi? Un seul candidat ou pas? Jean-Luc Mélenchon, lui, c'est pareil. Il préfère des éoliennes plutôt que d'investir dans cette énergie dont nous avons, nous, un savoir-faire unique en France avec l'énergie nucléaire. C'est leur problème. Non, mais la question, est-ce qu'il faut un seul candidat ou pas? Nous disons qu'il est possible de se rassembler autour des positions courageuses que j'ai prises depuis le début de cette campagne et que je vais continuer de développer pour une république sociale et laïque dans notre pays. Et je veux redonner toute la force à cette gauche qui défend une république sociale et laïque dans notre pays. J'ai pas compris. Est-ce que autour d'un seul candidat ou est-ce qu'il peut y avoir... Mais ça n'a jamais existé, monsieur Aziza. Un candidat de la gauche, ça n'a jamais existé. Il y aura jamais... Mais candidat commun de la gauche. Le candidat commun de la gauche en 74, c'est d'ailleurs la démonstration que ça ne marche pas, parce qu'il a fait 46% au premier tour ça permet la victoire et 47% au second. Voilà. Donc ça ne rassemble pas. Voilà, c'est tout. On avance, il ne reste pas beaucoup de temps, 7 minutes 10 questions. Le Parti communiste... Et aujourd'hui, franchement, quand je vois le niveau des forces de gauche quand elles s'additionnent, c'est pas terrible. En 74 comme en 80, ça faisait 45%, la gauche, ça pesait quelque chose. Et en son sein, le Parti communiste français représentait la moitié. Mais vous savez aujourd'hui, ça représente 25% tout mouillé, et donc ce n'est pas en capacité... Et vous êtes à 2%, hein, c'est pas oui, grand-chose. justement, c'est bien pour ça. C'est bien pour ça que si on veut donner de la force aux propositions courageuses que j'ai prises sur un certain nombre de sujets, eh bien, il faut me donner de la force et il faut soutenir le rassemblement que je porte. À 2%, vous pouvez soutenir, vous pouvez représenter un rassemblement? Mais de toute façon, dans la période sombre dans laquelle la France est en train de rentrer,
oui, il va y avoir besoin des valeurs que je porte, Alors, qui ne transigent pas sur un certain nombre de sujets. Justement, valeurs que vous portez. Le Parti communiste est très républicain. C'est Marlène Schiappa qui disait ça ce matin dans Les Enfants de la République sur Radio J. Et elle ajoutait « La France insoumise et borderline sur les questions de laïcité. Jean-Luc Mélenchon manque de clarté sur la question des valeurs de la République. » Vous dites merci Marlène Schiappa ou vous dites elle m'embarrasse Marlène Schiappa? Non, je ne vais pas commenter Mais les ce commentaires qu'elle dit sur Mélenchon, elle a de raison. Marlène Schiappa. Et je ne vais pas commenter ce qu'elle dit sur Jean-Luc Mélenchon, permettez. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que moi, justement, j'ai fait le choix de prendre aussi des positions courageuses pour dire qu'il fallait mettre les moyens pour lutter contre le terrorisme islamique. Et je sais que nous allons bientôt célébrer le drame, nous allons rendre hommage à Samuel Paty et revenir sur ce drame terrible que nous avons vécu dans notre pays. Et nous voyons bien que ce qui s'est passé avec cette décapitation d'un professeur montre que nous avons besoin d'envoyer des signaux forts en direction de nos enseignants, de garantir un enseignement dans lequel nous allons continuer de promouvoir la liberté d'expression, le droit de critiquer des religions. Nous ne devons céder en rien, pas un pouce là-dessus. Et ça, nous, communistes, nous le disons. C'est ce que dit Marlène Schiappa, très républicain, mais est-ce que Mélenchon le fait, le dit et le fait? Posez-lui la question. Non, mais moi, je ne parle pas des autres. Je ne parle pas des autres. Ce que je sais, c'est que l'on souligne la clarté des positions que j'ai prises dans ce domaine. Et d'ailleurs, pour mener ce combat, j'ai dit que nous avions besoin de remettre des services publics dans nos quartiers. J'ai dit que nous avons besoin d'embaucher, de former plus de policiers et de gendarmes. J'ai dit qu'il fallait mettre plus d'éducateurs dans les quartiers pour être auprès de nos jeunes. Et j'ai dit qu'il fallait mettre le paquet sur l'éducation pour soigner nos enseignants et leur garantir les meilleures conditions. Une question de stratégie politique. Jean-Luc Mélenchon, en 2017, avait reconnu que, je le cite, Jean-Luc Mélenchon, sans les communistes, il ne serait pas parvenu, il dit « je ne serais pas parvenu à obtenir les 500 parrainages qui lui ont permis d'être candidat à l'Élysée ». 5 ans après, alors que vous êtes vous-même donc candidat, quelles consignes donnez-vous aux élus communistes? Est-ce que vous les encouragez ou est-ce que vous ne les encouragez pas? Ou est-ce que vous leur dites surtout pas, ne donnez pas de parrainage à Mélenchon? D'abord, je ne me permettrai pas de donner des consignes. En revanche, nous avons fait un choix dans ma formation politique qui a été largement discuté, débattu. 30 000 de nos adhérents se sont exprimés. Et donc, beaucoup des élus communistes aujourd'hui s'inscrivent dans ce choix, le soutiennent, et ils font le choix de soutenir ma candidature en m'accordant leur parrainage, et je les en remercie. Mais est-ce que vous dites... Nous sommes un mouvement, nous sommes un parti uni très largement autour de cette candidature, justement parce qu'il y a besoin de faire vivre ces valeurs de gauche qui sont aujourd'hui petit à petit en train de se faire attaquer. Et donc, je compte sur cette union, sur cette force que nous représentons avec toutes ces racines que nous avons dans le pays. Est-ce que vous dites aux élus communistes, vous êtes le patron du Parti communiste, est-ce que vous leur dites... Vous pouvez parrainer Jean-Luc Mélenchon, vous leur dites non, vous devez vous limiter j'appelle à ce que l'ensemble des élus, bien sûr, des élus communistes soutiennent ma candidature, et c'est ce qui se fait en ce moment. Mais est-ce qu'ils doivent soutenir Mélenchon? Non. Monsieur Aziza, chez nous, c'est la liberté quand même de soutenir qui l'on veut. Et nous n'avons pas exclu de communistes depuis des décennies dans notre parti. Donc je respecte les choix de chacun. Je respecte la liberté de vote et nous la défendons d'ailleurs dans nos 2 groupes à l'Assemblée nationale. C'est ça justement, la démocratie, quand nous la voulons pour les Français, nous la faisons vivre nous-mêmes dans notre propre parti et nous la respectons. Et la diversité des points de vue, je la respecte aussi. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent Roussel, vu le score qu'il fait dans les sondages, il n'ira pas jusqu'au bout? Eh bien justement, je les invite à tout faire pour inverser cette tendance et justement à créer un mouvement aujourd'hui, une force qui fait que cette gauche que je représente, qui va défendre les classes populaires et les valeurs qui nous sont si chères, eh bien cette gauche, elle doit aujourd'hui percer. Mais est-ce que vous irez jusqu'au bout? Ou est-ce que vous allez renoncer? Mais justement, vous vous rendez compte que face à l'état du pays aujourd'hui et le niveau du débat politique, c'est inenvisageable pour nous
d'abandonner le combat. Mmh. Enfin, dans les heures les plus sombres de notre pays, la République a su compter justement sur les militants communistes, sur les élus communistes. Ça veut dire que vous faites un parallèle entre ce qui se passe aujourd'hui sur les années 30, et dans les années 30, dans les années 30, ouais. oui, dans les années 30, oui, justement, où après le Front populaire, il y a eu un esprit de revanche dans le patronat, dans la bourgeoisie, pour mettre à sac, pour couper, pour envoyer d'ailleurs les premiers qui ont été arrêtés ont été des responsables syndicaux, le Parti communiste a été interdit, et donc justement, on a vu que pendant ces heures sombres, c'est nous qui avons contribué avec d'autres à ce grand mouvement de résistance qui a pu libérer notre pays. Deux dernières questions. Édouard Philippe, aujourd'hui dans le JDD, il dit « La réélection d'Emmanuel Macron n'est pas acquise ». Je suppose que vous ne dites pas vraiment autre chose que lui. Et deux autres questions. Entre Emmanuel Macron et Zemmour, entre Emmanuel Macron et Le Pen, qu'est-ce que vous choisissez au second tour ? Mais il n'est même pas candidat, l'autre. Qu'est-ce que vous me posez comme question? Non, mais l'autre, mais il y a Le Pen qui est candidate. Hein. Il est même pas... Moi, j'ai toujours dit, je vais le répéter, et je le répéterai à chaque fois que je suis invité, je ne laisserai jamais l'extrême droite prendre la main sur la République française. Nous avons, nous, Parti communiste français, justement, une histoire dans ce pays qui fait que, oui, les Français peuvent compter sur nous là-dessus. Jamais nous ne laisserons l'extrême droite. Là aussi, vous divergez prendre avec la main. Jean-Luc Mélenchon. Oui, nous avons beaucoup de différences. Nous avons beaucoup de différences. Et notamment, justement, là-dessus. Nous avons été, nous, droits comme un chêne. Jamais nous n'avons plié. Et beaucoup y ont laissé leur vie. J'ai encore célébré leur mémoire ce week-end. Et donc, au nom de cela, au nom de notre histoire, au nom des racines que nous avons dans ce pays, jamais nous ne céderons, jamais l'extrême droite ne prendra la main sur la République. Et vous, l'extrême droite, c'est aussi bien Le Pen que Zemmour, hein, on est d'accord? Oh bah oui. Alors, et certains de droite qui courent derrière eux. Dernière question. Emmanuel Macron et Robert Badinter ont commémoré, c'était hier au Panthéon, le 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous en dites? Eh bien, justement, c'est cette gauche qui a eu le courage en 81 d'annoncer ça. C'était François Mitterrand à l'issue d'un débat, d'ailleurs, dans la dernière minute. 14 ou 15 mars 81, face à Duhamel et Elkabbach. Il l'annonce, et c'est la capacité, justement, de porter des valeurs fortes qui, parfois, peuvent même être à contre-courant de l'état d'esprit, de l'opinion d'un peuple, mais qui permet comment dire, de célébrer ce qu'il y a de meilleur dans l'être humain, plutôt que de flatter les défauts qui peuvent exister. Et donc, nous, cette gauche des valeurs qui défend l'être humain avant tout, c'est celle-là que nous voulons faire revivre. Merci Fabien Roussel d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci.